Haruto Amakawa est un loser maladroit de 20 ans qui s'est réincarné dans le corps d'un pauvre orphelin. Étonnamment, malgré son accident et sa réincarnation dans un autre monde, il parvient à devenir le magicien le plus puissant de celui-ci et à obtenir des pouvoirs équivalents à ceux d'un dieu. Nous voyons notre protagoniste dans un bus à Tokyo, se remémorant des moments de son passé. Il y a des années, suite au divorce de ses parents et au déménagement qui s'en est suivi, il a dû se séparer de Miharu Ayase, son amie d'enfance. Il lui avait promis de la retrouver lorsqu'il serait plus âgé, de l'épouser et de la protéger même si cela devait lui coûter la vie. Des années ont passé depuis ce souvenir, et voilà qu'Haruto, toujours dans le bus, est distrait lorsqu'il remarque une petite fille qui le regarde attentivement. Cependant, en l'espace de quelques secondes, le bus perdit le contrôle et se retrouva dans un terrible accident, percuté par un train. Haruto se souvint des mots qu'il avait dit à son ami d'enfance et se réveilla, confus, dans le corps d'un garçon nommé Ryo. Il se trouvait alors dans une vieille maison du royaume de Beltrame, en l'an 991. Hébété, les souvenirs de la vie passée du protagoniste et ceux de ce monde commencent à se mélanger. Mais sa confusion fut interrompue par un groupe d'hommes qui vivaient apparemment dans cette maison. L'un d'eux dit à Ryo qu'il pensait que la fièvre l'aurait déjà tué. Puis il demanda à l'un de ses compagnons de déposer soigneusement sur le sol un sac qu'il portait. Ensuite, le groupe s'est assis pour manger, ce qui a donné faim à Ryo, mais les hommes l'ont simplement repoussé en disant qu'il puait. Ryo a quitté la maison et est parti à la recherche de Bai, tout en se rappelant la vie de Haruto Amakawa, un garçon qui vivait au Japon et allait à l'université. Il se souvenait aussi qu'Haruto était mort dans un accident de la route, mais il n'était même pas sûr de ce que cela signifiait. Après tout, ce sont des choses qui n'existent pas dans le monde qu'il habite aujourd'hui. Il s'interrompt, affirmant qu'il est Ryo, un garçon qui vit dans un bidonville crasseux pour un jour venger sa mère. Peu après, un groupe de filles accompagnées d'une femme lui a demandé grossièrement s'il avait vu une fille de son âge aux cheveux violets. Ryo a répondu par la négative, ce à quoi l'une d'entre elles s'est approchée de lui et a dit à ses compagnes qu'il ne répondrait pas si elle lui posait ce genre de questions. Elle s'est alors adressée à lui et s'est présentée comme Celia Claire, lui demandant gentiment s'il savait quelque chose sur la fille mentionnée. Ryo, plus calme maintenant, répéta qu'il ne savait rien, alors Celia lui demanda ce qu'il en était du quartier bas. Mais Ryo lui déconseille de s'y rendre, car c'est un endroit dangereux, surtout pour une fille habillée avec autant d'élégance. Il a ajouté que les gens s'y habillent généralement en guenilles. Par conséquent, la femme du groupe, Vanessa, dit à Celia qu'ils reviendront chercher après s'être changés. Elle lui dit aussi de vérifier s'il y a de la magie à proximité, juste pour être sûr. Après avoir jeté un sort, Celia balaya la zone du regard. Elle fut surprise de constater que Ryo émettait une quantité importante de mana, ce qui indiquait qu'il avait le potentiel d'utiliser la magie. Ryo fut surpris de voir l'aura bleue qu'il émettait, tandis que Celia confirma qu'il n'y avait pas d'autre source de mana à proximité. Elle donna à Ryo un sac de pièces d'argent, le remercia pour ses informations et partit avec ses compagnons. Après avoir vu tant de pièces d'argent, Ryo rentra chez lui en courant, mais il fut attaqué dès son entrée. Il remarque que tous les hommes qui vivaient là ont été assassinés par le type au masque, qui le menace avec un couteau. Avant d'être à nouveau attaqué, le temps s'arrête et il entend une voix qui l'appelle Haruto, lui disant qu'ils n'ont pas le temps. Ryo voit une fille aux longs cheveux flottants, qui lui dit qu'elle va lui apprendre l'OD et comment utiliser son mana. Elle lui explique qu'il doit juste mémoriser cette sensation, aiguiser ses sens et utiliser la lumière qui l'entoure pour devenir plus fort. La vision s'interrompt et le temps reprend son cours. Ryo parvient à esquiver l'attaque et à contrer avec un coup. En combinant la force d'Haruto et en utilisant la nouvelle capacité de Ryo, le protagoniste parvient à se battre jusqu'à ce qu'il mette l'homme masqué hors d'état de nuire. Une fois le combat terminé, il remarque que le sac que les hommes ont laissé sur le sol plutôt a commencé à bouger. En le défaisant, il découvre, comme il s'en doutait, la jeune fille aux cheveux violets dont il avait entendu parler. Effrayée, la jeune fille lui demande de l'emmener au château, affirmant que son père le récompensera s'il l'aide. Après avoir vu l'un des cadavres dans la maison, la jeune fille crie et s'évanouit. Ryo décide de la porter et de l'emmener au château. Mais à son grand désarroi, il rencontre le groupe qu'il a cherché auparavant et qui s'est mépris sur la situation. Ils emmènent Ryo au château pour lui expliquer ce qui s'est passé, tandis que Flora Beltrame, la princesse enlevée, se rétablit. Pendant ce temps, la maison où l'incident s'est produit fait l'objet d'une enquête, et l'on y trouve quelqu'un de vivant. Alfred Emerle, l'épée du roi, ordonne son arrestation, car il pourrait être complice de l'enlèvement. Cependant, un homme encapuchonné qui observe la foule brise une pierre précieuse, provoquant la mort immédiate du suspect. De retour au château, le capitaine adjoint de la garde royale ignore les ordres d'un interrogatoire poli. Il veut que Ryo admette qu'il est impliqué dans l'enlèvement de la deuxième princesse. Le capitaine adjoint le frappe à plusieurs reprises, mais malgré cela, Ryo continue de nier, affirmant qu'il n'a rien à voir avec cette affaire. Quelque temps plus tard, la princesse Flora se réveille et clarifie la situation, demandant à voir Ryo. Vanessa et Celia se rendent dans la salle d'interrogatoire et trouvent Ryo terriblement blessé. Vanessa réprimande le capitaine adjoint pour avoir ordonné un interrogatoire pacifique, mais il le savait déjà. Après avoir précisé que Ryo est libre de tout soupçon, elle le relâche et Celia le soigne avec de la magie.
Plus tard, Rio se réveille dans une chambre du palais royal, avec Célia qui s'excuse pour tout ce qui s'est passé. Célia l'informe qu'il aura une audience avec le roi pour le remercier en personne. Rio lui demande donc de lui enseigner les protocoles à suivre pour s'adresser au roi, ce que Célia accepte sans hésiter. Peu après s'être habillé comme il se doit pour l'occasion, Rio se rend à l'audience, où le roi le remercie d'avoir sauvé sa fille. Il l'informe également qu'il veillera à ce qu'il fréquente l'Académie royale de Beltrame en tant que boursier. Quelques jours plus tard, Rio commence à étudier à l'académie, où Célia est chargée de lui apprendre à lire. Cependant, il n'est pas très bien accueilli en raison de ses origines et du fait que la plupart des étudiants sont d'origine royale ou noble. Malgré cela, en peu de temps, avec l'aide de Célia et les connaissances qu'il a déjà acquises grâce aux études universitaires de Haruto, Rio parvient à exceller à l'académie. Il excelle non seulement en connaissances, mais aussi en force, car Haruto pratiquait constamment le kendo. Par conséquent, Rio parvient à surprendre son maître de sabre avec sa position de combat, et il lui dit qu'il a le potentiel pour devenir un chevalier. Cependant, Rio dit qu'il n'est pas intéressé par le métier de chevalier, ce qui surprend encore plus son maître et ses camarades. Les jours passent et Rio n'arrête pas d'étudier. Après les examens, alors qu'il quitte l'académie et voit l'environnement des étudiants, il se souvient à nouveau de Miharu, l'ami d'enfance de Haruto Amakawa, qui s'est séparé de lui lorsque les parents de Haruto ont divorcé. Haruto l'a finalement revu au lycée, des années plus tard, mais il ne l'a vue que ce jour-là, et elle n'est plus revenue à l'école après cela, comme si elle avait disparu. Rio sort de ses pensées en disant que cela n'a pas d'importance, puisqu'Haruto Amakawa est mort. Il se répète qu'il est désormais Rio, déterminé à vivre cette vie avec force et ténacité. Le lendemain, les résultats de l'examen sont publiés, provoquant l'émoi des élèves. Apparemment, Rio est arrivé premier ex-aequo avec la princesse Christina Beltrame. Alphonse Rodan, mécontent, confronte Rio, l'accusant d'avoir triché. Cependant, Rohanna Fontaine l'interrompt et lui dit que l'envie ne sied pas à un chevalier et qu'il n'a aucune preuve de ses accusations. Célia arrive pour préciser qu'elle a constaté que le score de Rio était le résultat de ses propres efforts, ce qui met Alphonse encore plus en colère et l'incite à partir. Rio tente de remercier Christina et Rohanna de l'avoir défendu, mais elle l'ignore, disant qu'elles ne l'ont pas fait pour lui. Peu après, Célia dit à Rio qu'elle s'inquiète des critiques et des commentaires offensants des élèves. Il lui répond qu'il s'en sortira tant qu'elle sera son amie, car elle sera toujours prête à l'aider quand il en aura besoin. Le temps passe et 5 ans plus tard, en l'an 996, les élèves sont alignés. Ils attendent l'annonce des participants au tournoi, qui se déroulera conjointement avec les chevaliers du royaume. Le maître nomme 3 élèves d'années différentes, dont Alphonse Rodan et Rio. Alphonse n'hésite pas à se plaindre en entendant le nom de Rio, disant qu'il est inacceptable qu'une personne de son espèce participe au tournoi avec les chevaliers. De plus, Rio ne sait pas utiliser la magie et ce serait une honte totale. Mais le maître lui répond que la décision est déjà prise et qu'il n'acceptera aucune plainte. Célia et Rio conservent leur habitude de boire du thé et de discuter fréquemment, mais Rio est maintenant plus grand qu'elle. Célia lui demande quels sont ses projets après l'obtention de son diplôme, et Rio lui répond qu'il a l'intention de se rendre dans le pays natal de ses parents, Yagumo, un endroit où sa mère lui avait promis de l'emmener avant de mourir, et où vivent ses grands-parents. Quelques jours plus tard, les tournois entre les chevaliers et les élèves de l'académie commencent. Le premier participant est Rio qui, à sa grande surprise, doit affronter Charles Arbaud, le membre de la garde royale qui l'a humilié et torturé à son arrivée au palais. Alfred Emerle, l'arbitre du tournoi, s'étonne de la position inhabituelle de Rio et du fait qu'il n'utilise même pas de bouclier. Malgré cela, il annonce le début du duel. Charles se rue sur Rio avec fureur, se rappelant qu'il y a 5 ans, il a été rétrogradé à cause de lui. Rio bloque calmement les attaques, se souvenant également de l'humiliation subie il y a 5 ans. Célia est surprise de voir que Charles se bat sérieusement, même si c'est contre un élève. Cependant, peu après, Rio parvient à gagner le duel d'un seul coup, laissant Charles désarmé. Charles tente de s'excuser en disant qu'il se battra sérieusement cette fois-ci, mais Alfred le réprimande et lui fait accepter la défaite. Plus tard dans la journée, Charles se plaint de son échec et parle de Rio à l'ambassadeur de l'Empire proxien. L'ambassadeur s'enquiert de lui, et Charles lui dit qu'il y a 5 ans, il l'a interrogé en tant que suspect dans l'enlèvement de la princesse Flora. L'ambassadeur se souvient alors du jour où il était dans la foule, à l'époque, pour s'assurer qu'aucun témoin ne reste en vie. Le lendemain, Célia attend Rio pour fêter sa victoire, mais lorsqu'elle l'aperçoit, elle remarque qu'il se dirige vers un endroit inhabituel et décide de le suivre. Voyant où il va, elle se cache derrière un arbre et regarde une fille lui remettre une lettre d'amour, ce qui fait naître chez Célia de nouveaux sentiments. Malgré cela, les jours passent et elle continue à enseigner à l'académie, comme d'habitude. Tous les élèves apprennent la magie, pensant que Rio est le seul à ne pas pouvoir l'utiliser. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Rio peut utiliser un autre type de magie, mais d'une manière non traditionnelle, qu'il garde cachée. Alors que les élèves utilisent généralement des formules, Rio se contente de reproduire des sorts en imitant le flux de la magie. Après le cours de contrôle de la magie, les élèves se préparent à un exercice en plein air, où ils doivent traverser une montagne remplie de monstres.
Stuart Huguenot, qui éprouve un grand mépris pour Rio, lui dit que, bien qu'il soit un fardeau incapable d'utiliser la magie, il a un travail parfait pour lui. Il s'agit de porter les bagages de tout le monde pendant l'exercice. Rio, comme toujours, accepte sans problème, en restant calme. La princesse Flora, qui est depuis longtemps témoin du traitement injuste réservé à Rio, lui demande si elle peut l'aider. Rio la remercie de sa considération mais décline poliment son offre, si bien que Flora n'a d'autre choix que de continuer à marcher avec le groupe, toujours inquiète pour Rio. Flora tente d'en parler à sa sœur Christina, mais elle est interrompue par l'apparition de gobelins. Le groupe se met en alerte, mais Alphonse calme l'équipe en disant que les gobelins ne sont pas très forts. Ainsi, en peu de temps, ils parviennent à se débarrasser de chacun d'entre eux. Stuart se vante de la facilité avec laquelle ils ont réussi et dit qu'ils ont besoin de monstres de leur niveau. Alphonse est d'accord et dit qu'il a été d'une grande aide, contrairement à Rio qui n'a rien fait et s'est laissé distraire. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Rio a été distrait en remarquant quelque chose dans la forêt, se doutant de quelque chose. Il s'excuse tout de même et rejoint le groupe. Pendant ce temps, l'ambassadeur de l'Empire Proxion se cache parmi les arbres, surpris de voir que Rio a senti sa présence et l'a presque découvert. Voyant à quel point Rio est exceptionnel, il décide de continuer à le tester pour découvrir ses véritables capacités. Le groupe d'étudiants poursuit son chemin et parvient à sortir de la forêt, mais il tombe sur une falaise. Les élèves ne savent pas quoi faire dans une situation aussi inattendue, et Christina dit à Alphonse qu'elle attend ses instructions puisqu'il est le commandant. Alphonse ne sait pas quoi faire, mais avant de dire quoi que ce soit, ils sont attaqués par des orques. Les élèves montent la garde, évitant les lances ennemies, mais l'une d'entre elles parvient à effleurer la jambe de Stuart. Il réagit mal, s'exclame de douleur et trébuche sur l'un de ses compagnons, qui le repousse. Cependant, alors qu'il est poussé, Stuart entre en collision avec la princesse Flora, la faisant tomber de la falaise. Rio réagit immédiatement en sautant de la falaise et en la rattrapant, puis en utilisant sa magie pour la renvoyer en haut, tandis qu'il tombe dans la forêt. Il reste dans la forêt, se demandant si les élèves se douteront plus tard qu'il n'a subi aucune blessure. Car il ne saurait pas comment expliquer ses capacités, puisqu'il ne sait même pas ce que c'est, il sait juste que ce n'est pas de la magie ou un sort. Ses pensées sont interrompues par les discussions lointaines des élèves. Après avoir réussi à vaincre les orques, ils se disputent pour trouver le coupable qui a poussé la princesse Flora. Stuart, sur la défensive, prétend que quelqu'un d'autre est responsable, mais il finit par dire que c'est Rio. Il affirme que Rio, effrayé par les orques, l'a poussé alors qu'il était blessé, ce qui l'a fait entrer en collision avec la princesse Flora. Alphonse tente de dissimuler le mensonge de Stuart en disant que Rio l'a sauvé de peur d'être accusé de l'avoir tué. La princesse Flora tente d'intervenir en précisant que ce n'est pas ce qui s'est passé, mais Rio, qui écoutait plus attentivement, savait que la situation devenait incontrôlable. Stuart a réussi à convaincre les autres élèves de le soutenir, en mentant et en disant qu'ils étaient également témoins de son témoignage. Après avoir vu cela, Rio sait qu'il ne peut pas revenir en arrière et qu'il ne pourra pas obtenir son diplôme de l'académie, comme il l'avait prévu. Les élèves décident de partir, mais la princesse Flora dit qu'elle ne partira pas sans avoir retrouvé Rio. Christina lui dit de se calmer et qu'ils enverront une équipe de secours plus tard, mais elle est interrompue par le rugissement d'une bête bien plus grande que les orques. Un minotaure armé, bien plus fort que tout ce qu'ils ont affronté jusqu'à présent. Voyant qu'aucune attaque ne le blesse, les élèves s'éparpillent et tentent de fuir. La princesse Flora reste en arrière, soignant un élève blessé qui est inconscient, alors le minotaure se dirige vers elle et tente de l'attaquer. Mais Rio intervient, bloque l'attaque et coupe l'un des bras du minotaure. La princesse est surprise et soulagée de voir que Rio va bien, mais il dit à Flora de s'enfuir avec l'élève. Après s'être éloignée, Flora regarde avec stupéfaction Rio se battre contre le minotaure. Rio attaque, ne comprenant pas très bien pourquoi il a sauté pour l'aider à nouveau, mais il se concentre et parvient finalement à vaincre le minotaure. Après cela, il s'enfuit, tandis que l'homme responsable de toutes ces épreuves observe la scène du haut des airs, très amusé. Il se demande si Rio, avec ses cheveux noirs, ne serait pas un descendant de quelqu'un de Yagumo, car cela expliquerait pourquoi il peut utiliser la magie spirituelle de façon si exceptionnelle. Plus tard dans la journée, Celia apprend ce qui s'est passé et apprend que Rio a disparu. Bien que la princesse Flora l'ait défendu, l'académie n'a eu d'autre choix que d'accuser Rio, sous la pression du duc de Huguenot. La nuit, Rio rend secrètement visite à Celia, car elle était la seule personne à qui il voulait dire au revoir. Celia lui demande s'il va partir pour Yagumo, ce que Rio confirme en disant qu'il lui enverra des lettres fréquemment, en utilisant un surnom. Celia lui demande quel surnom il utilisera, ce à quoi Rio répond qu'il écrira en utilisant le nom de Haruto. Après une accolade d'adieu, Rio quitte finalement l'académie, laissant Celia pleurer en se souvenant du jour où elle l'a rencontré. Pendant ce temps, quelque part dans les cachots du palais, Charles Arbaud indique sa prochaine cible à Latifa, une petite fille formée à l'art de l'assassinat. Charles lui remet un vêtement de Rio et lui décrit son apparence, en lui disant que dès qu'elle le verra, elle devra mettre fin à ses jours. Après 3 jours de voyage à travers la forêt depuis Beltron, la capitale royale, Rio arrive dans une ville marchande du royaume voisin de Galarque. En entrant dans le marché, mais remarque aussi qu'il y a une affiche de recherche circulant dans la capitale royale.
Heureusement pour lui, son avis de recherche n'est pas affiché ici dans le royaume de Galark, ce qui le soulage, car cela signifie que la professeure Célia ne devrait pas s'inquiéter. Malgré son premier passage à Amonde, Rio trouve la ville animée et pleine de vie. Les denrées alimentaires sont abondantes, et il semble qu'il pourra rapidement se procurer des aliments conservés, ce qui est un soulagement. Alors qu'il se promène dans la ville, la fille assassin le suit, mais Rio, se sentant un peu trop tendu, se retourne rapidement pour regarder derrière lui, sans rien trouver. En errant dans les rues, Rio entend un homme faire la promotion de son plat de pâtes en soupe. Curieux, il s'approche pour écouter l'homme. Comme c'est la première fois qu'il goûterait à ce plat, il commande un bol. Après la première bouchée, il apprécie le plat, ce qui lui rappelle brièvement une expérience similaire dans le passé. Il se demande alors si la personne nommée Liselotte, mentionnée par l'homme, pourrait être originaire du même village que quelqu'un qu'il connaissait, mais il décide de ne pas s'attarder là-dessus. Après le repas, il continue son voyage vers Yagumo, car c'était une promesse qu'il avait faite à sa mère. Il trouve le bâtiment que la personne de Lady Liselotte lui a décrit, le siège de la guilde des marchands, où il espère trouver une boutique pour ses provisions. En entrant, une employée de la guilde, Liselotte, l'informe qu'il doit laisser son épée avant de parcourir le magasin. Lorsqu'il retire sa capuche et qu'elle aperçoit ses cheveux noirs, elle est un peu surprise, mais elle prend l'épée et le remercie pour sa coopération. Liselotte aide Rio à emballer ses achats et lui offre du thé noir. Elle remarque qu'il semble familier avec ce type de thé, et Rio mentionne qu'une de ses connaissances aime beaucoup le thé noir, ce qui lui a permis d'apprendre à l'apprécier. Liselotte et Rio discutent de la qualité du thé et de la verrerie utilisée, et elle lui explique que la guilde des marchands vise à offrir un environnement parfait pour les négociations avec leurs clients. Liselotte lui propose également d'envoyer une lettre pour lui, ce qu'il accepte avec plaisir. Rio écrit une autre lettre à la professeure Célia, lui disant qu'il a terminé ses achats et qu'il est sur le point de partir. Il mentionne qu'une fois qu'il aura quitté cette région, il ne pourra plus envoyer de lettres, mais qu'elle ne doit pas s'inquiéter. L'absence de nouvelles sera la preuve qu'il va bien. Après avoir remercié Liselotte et les autres pour leur service, Rio quitte la ville. Alors qu'il continue son voyage à travers la forêt, il aperçoit une jeune fille et s'approche pour voir si elle va bien. Cependant, elle se révèle être l'assassin envoyé pour le tuer. Elle injecte du poison à Rio, mais il parvient à s'éloigner d'elle. En observant son visage et ses oreilles, il la reconnaît comme une personne de l'Est. La fille sort un couteau et déclare qu'elle va le tuer. Le poison commence à faire effet sur Rio, mais il réagit rapidement en neutralisant le poison pour retrouver son équilibre. Il lui dit qu'il ne peut pas la laisser le tuer, puis le combat commence, chacun esquivant les attaques de l'autre. Rio lance de petites flèches sur elle, mais elle les évite, grimpe à un arbre et incante en champ de capacité physique. Rio remarque qu'elle n'avait pas encore amélioré ses capacités physiques avec la magie et se demande à quelle vitesse elle sera après l'amélioration. Rio s'envole pour la rattraper, et elle lui lance de petites armes, mais il les bloque avec son épée. La fille attaque de toutes les manières possibles, mais Rio parvient à lui prendre son couteau, son arme principale, puis la saisit et la projette au sol. Ses yeux s'éclaircissent, et elle commence à crier, disant des choses comme qu'elle ne veut pas mourir, appelant maman, et d'autres paroles similaires. Rio voit que les cris ne vont pas s'arrêter de sitôt, il n'a donc pas d'autre choix que de poser sa main sur son visage jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Il lui attache les mains et les pieds pour qu'elle ne puisse pas faire grand-chose à son réveil. Rio remarque le collier de soumission autour de son cou et se souvient avoir vu un sort de magie dans un livre. Il essaie alors de l'imiter, et le collier de soumission se détache de son cou. Elle semblait avoir été impliquée dans un accident, mais s'est réveillée avec une autre identité, où elle a été nommée Latifa et forcée d'accepter quelqu'un comme son estimé grand frère. Son ancienne identité s'appelait Ando Suzune. Rio la réveille de son sommeil, et bien qu'elle essaie de se libérer, ses mains et ses pieds sont attachés. Rio la prévient de ne pas se montrer violente comme plus tôt si elle ne veut pas mourir. Elle lui demande s'il ne la tuera pas si elle ne se bat pas, et Rio répond que cela dépendra d'elle. Rio lui pose des questions, mais elle ne répond pas, alors il lui montre le collier brisé. Elle réalise alors que c'était le collier autour de son cou. Rio lui explique que le collier était la raison pour laquelle elle obéissait aux ordres, mais qu'elle ne ressentira plus de douleur ni n'aura de problème à répondre à ses questions. Elle éclate en sanglots. Rio lui demande qui lui a donné les ordres et regarde autour de lui pour voir si quelqu'un est présent, mais il lui dit qu'ils ne sont que tous les deux. Elle lui répond qu'elle ne connaît pas le nom de son maître car elle ne l'a jamais su. Rio lui demande alors le nom de sa maison, mais elle se souvient rapidement du nom de son estimé grand frère, qui est Stuart. Rio lui demande s'il est une personne bête comme elle, mais elle répond que son grand frère est humain et que c'est lui qui l'a formé. À partir de là, Rio déduit que c'est Stuart de l'académie, et que le duc Huguenot a décidé de le faire disparaître. En y réfléchissant, tout semble cohérent. Rio lui demande s'il y a d'autres personnes en dehors d'elle qui essaient de le tuer, et elle répond qu'elle ne le pense pas. Puis il lui demande si elle a toujours l'intention de le tuer, et elle dit qu'elle ne le fera pas. Dans ce cas, Rio lui dit qu'il a laissé tout son équipement avec la robe et qu'il a coupé les cordes de ses mains, ce qui signifie qu'elle est libre de s'enfuir.
Il lui mentionne aussi qu'elle n'a pas besoin de retourner auprès de son maître puisque le collier qui la contrôlait est parti. Il lui conseille de quitter le royaume et de se diriger vers l'Est, une vaste région connue sous le nom de Wildern. Il lui dit qu'il y a un endroit dans cette terre où des personnes bêtes comme elle et d'autres demi-humains vivent ensemble. Rio se prépare à partir et lui rappelle qu'il ne fera preuve d'aucune pitié si elle l'attaque à nouveau. Elle continue de le suivre, et Rio se demande si elle a quelque chose à lui dire. Elle lui explique alors qu'elle veut aller vers l'Est avec lui. Rio lui dit qu'il ne l'a pas libérée de son esclavage parce qu'il voulait la sauver, mais simplement parce que ne pas la tuer était plus pratique pour lui. Elle lui répond qu'elle ne sait pas quoi faire. Rio lui explique qu'il est humain, tout comme les personnes qui l'ont réduite en esclavage. Rio lui dit qu'il ne peut pas lui faire confiance parce qu'elle pourrait l'attaquer à nouveau. Latifa répond qu'elle préfère qu'il remette le collier autour de son cou, car elle déteste être seule comme ça. Rio lui dit de faire ce qu'elle veut et de se débarrasser du collier. Il se présente et lui demande son nom, et elle répond Latifa. Rio prépare de la nourriture dans la forêt, et Latifa, qui n'a jamais mangé quelque chose d'aussi bon depuis qu'elle est captive, se met à pleurer en mangeant. Rio la calme. Alors qu'ils approchent des terres sauvages, il se fait tard, et Rio propose de monter un camp pour la nuit. Pendant ce temps, la professeure Celia est heureuse de recevoir la dernière lettre de Rio, mais elle sait que ne plus recevoir de nouvelles lui fera sentir un peu de solitude. Elle espère qu'il est en sécurité où qu'il soit. Le soir, Rio prépare des spaghettis pour le dîner, et Latifa semble beaucoup les apprécier. Rio lui demande si elle a déjà mangé des pâtes auparavant, et elle dit qu'elle en mangeait souvent. Cela amène Rio à se demander si elle vient du même endroit que Haruto, puisqu'elle appelle les pâtes spaghettis. Plus tard dans la nuit, Latifa se réveille en pleurant, ce qui réveille Rio. Elle lui dit qu'elle veut rentrer chez elle. Rio s'approche d'elle et la réconforte. Elle exprime sa nostalgie pour sa famille, disant qu'elle veut aller à Tokyo. Le matin suivant, Latifa se réveille et voit les cheveux noirs de Rio, ce qui la surprend. Elle se rapproche de lui et l'appelle grand frère, se souvenant du garçon qu'elle avait vu avant l'accident. Rio la salue et lui demande si elle a bien dormi. Elle frappe soudainement sa tête contre le mur, ce qui inquiète Rio, mais elle lui répond que tout va bien, appelant Rio grand frère. Elle lui demande ensuite si elle peut l'appeler grand frère, et il accepte. Elle exprime son envie de manger des omelettes avec du fromage pour le petit déjeuner. À ce moment, Rio remarque un grand arbre non loin d'eux, mais Latifa ne peut pas le voir. Il se demande si l'arbre est caché par un sort de magie. Rio souhaite explorer la forêt profonde pour découvrir ce qu'il en est de cet arbre, mais Latifa semble effrayée, sentant une présence étrange. Il décide donc de se reposer pour la journée. La nuit, Rio est à l'extérieur près du feu de camp, tandis que Latifa est à l'intérieur, tourmentée par des cauchemars. Rio remarque cela et utilise sa magie pour la soigner. Soudain, la lumière du feu s'éteint, et Rio sort pour vérifier. Il voit alors un loup qui, en un rien de temps, se transforme en des demi-humains, reflétant une intense lumière dans les yeux de Rio.